Que vous savez, dans le paysage audiovisuel français, il y a une émission très appréciée des téléspectateurs, vous la connaissez sûrement, c'est Rendez-vous en terre inconnue. Vous savez, c'est présenté par Frédéric Lopez. Eh bien, la prochaine émission partira sûrement à la rencontre du peuple du MoDem. Et oui, puisque le soir du second tour des législatives, en voyant que le MoDem avait 45 députés, nombreux ont été ceux à se dire « mais ça existe encore, ça ?» Une résurrection éphémère, puisque le président du MoDem, François Bayrou, a démissionné de sa charge des gardes des Sceaux suite à l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Une démission qui ne met pas un point final à cette affaire, bien au contraire, puisque Radio France aujourd'hui s'est procuré le témoignage d'un de ses assistants assez accablant pour l'ex-ministre de la Justice. On l'écoute. Ce que j'ai pu vivre, c'est que les parlementaires à plusieurs finançaient des temps partiels d'assistants parlementaires qui ne fournissaient aucun travail pour le député. Donc un témoignage recueilli par Élodie Guéguin. Donc ce témoignage est anonyme aujourd'hui, mais Sophie Kemener, c'est à charge, on l'a entendu, contre François Bayrou. Là, ça se complique, non ? Oui, bien sûr, ça se complique, mais bien sûr. Et effectivement, on voit que lui espérait rester au gouvernement, il espérait s'accrocher. La démission de Madame Goulard a accéléré les choses, elle était obligée de partir. Mais de toute façon, il aurait été contraint d'une façon ou d'une autre. Les auditions ont commencé cette semaine. On voit bien le témoignage que j'ai entendu ce matin sur votre antenne est accablant. En même temps, c'est un témoignage, l'enquête est en cours. Attention, il n'est pas mis en examen. Il faut rester, il faut attendre que la justice avance. Mais ce qui est très compliqué dans cette histoire, c'est que il commence d'ailleurs à reconnaître, même s'il ne le dit pas si clairement de ça. Écoutez ce qu'il a dit aujourd'hui dans une interview à Sud-Ouest. Il dit on a recasé des salariés du MoDem. Alors il ne dit pas il y a eu des emplois fictifs. D'ailleurs, ce n'est pas des emplois fictifs au MoDem, c'est des emplois fictifs qui dépendent du Parlement européen. Donc il est dans une situation très compliquée. Alors ses amis commencent à expliquer c'est la zone grise, finalement c'était pas immoral. Enfin on voit qu'il y a des tentatives. C'est très compliqué. Et puis surtout il faut se souvenir de ce que disait François Bayrou. Est-ce que vous vous souvenez de cette phrase qui est maintenant terrible, qui va lui coller, qui n'est pas encore ressortie, mais quand on a commencé à parler de François Fillon, même si c'est pas la même histoire, même si Pénélope Fillon, la femme de François Fillon, selon les éléments de l'enquête, on va voir encore une fois ce que ça donne, François Fillon a été mis en examen, ne travaillait pas du tout. Là, il est question de temps partiel, mais là, de ce qu'il avait dit, François Bayrou, il expliquait, oui, et après, ce qui est terrible, c'est qu'on nous dit que tout le monde fait ça. Ouais. Donc c'est terrible de réentendre cette phrase aujourd'hui. Juste une chose, Virginie Petit, pour vous, quand on voit ça, c'est quoi ? C'est de l'opprobre jeté finalement sur, comme le dit François Bayrou, il le dit lui-même, il parle, je le citerai tout à l'heure, une de ses nouvelles phrases, il a dit aujourd'hui nous sommes à l'ère du soupçon généralisé, etc. Je dois partir. Il a porté il était en train de porter une loi sur la moralisation de la vie politique. C'est quand même assez paradoxal qu'il s'étonne après qu'on vienne lui chercher des poux dans la tête et le soupçonner. Donc, je trouve ça, oui, c'est même assez drôle en fait. C'est assez sarcastique. Non, mais sérieusement, si on moralise la vie politique, on moralise toute la vie politique. Y compris le garde des Sceaux. Bien sûr, en premier, le garde des Sceaux, ça me semble d'une logique imparable, mais bon, peut-être que c'est la mienne de logique. Non, on va revenir sur l'affaire du MoDem. Dans un instant, nous parlons des nouvelles révélations autour du MoDem, le parti de François Bayrou, puisque ce matin, Radio France s'est procuré le témoignage d'un assistant parlementaire, un ancien assistant parlementaire du MoDem, qui confirmerait donc les soupçons autour des pratiques d'assistants parlementaires on va pas dire fictif, mais voilà, travaillant à la fois pour le Parlement européen et pour les campagnes du MoDem. Natacha Polony, il y a également François Bayrou qui a donné une interview à Sud-Ouest aujourd'hui. Et lui, quand on lui pose la question, à votre avis, pourquoi cette campagne finalement sort, et lui, il répond, je cite, « Je pense que tout cela ne vient pas par hasard. Un certain nombre de forces, de puissances qui détestent l'idée d'une loi sur la moralisation de la vie publique agissent. » Oui, bien sûr, il est Saint-Sébastien percé par les flèches et c'est absolument terrible. Surtout de la part de quelqu'un qui trouvait scandaleuse la défense de François Fillon pendant la campagne. Ça pose plusieurs problèmes, cette histoire. Premier problème, en effet, la question de la pureté en politique, l'exigence de pureté portée par François Bayrou dans toute sa vie politique, parce que quand on exige la pureté, on court toujours le risque de se faire épurer soi-même par un encore plus pur. C'est Danton allant à l'échafaud et passant sous les fenêtres de Robespierre et lui disant « Tu me suis, Robespierre, dans 3 mois ». C'était pas faux. Et donc, deuxième point, le problème est de savoir si réellement cette pratique est généralisée ou pas, cette pratique d'assistant parlementaire. Parce que souvenez-vous, pendant la campagne, il y avait certes Fillon, c'était pas la même question, mais on en a surtout beaucoup fait sur les assistants parlementaires du Front National. Ouais. Or, le problème est exactement le même, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les petits partis politiques utilisent les assistants parlementaires du Parlement européen parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer des permanents, c'est tout. Alors pour aller dans votre sens, Natacha Polony, il y a eu, on a
eu l'interview de Charles de Courson, donc, qui est un ancien député, ou peut-être est-il encore député UDI, qui lui, justement, dit à un moment, il va falloir qu'on en parle, justement, de ces pratiques. Et lui ne parle pas seulement des petits partis, il parle aussi de, finalement, une pratique peut-être du monde ancien, c'est ça qu'on peut dire, pour vous? Est-ce que c'est des pratiques, voilà, de... Je ne sais pas si c'est le monde ancien. En tout cas, le monde ancien, il y a la persistance du vieux sous le neuf. On le voit bien aujourd'hui avec, François Bayrou. Ces questions de moralisation de la vie politique, les premières lois ont été prises sur le financement des partis, on voit dès la fin des années 80. Donc, c'est quelque chose qui est assez ancien. Et je crois que cette nouvelle loi de moralisation, si elle aboutit, à mon avis, ne réglera, à mon avis, pas grand-chose. Ce sera la énième loi qui va s'ajouter aux autres. Ce monde ancien, c'est ça la difficulté pour François Bayrou et même pour le gouvernement actuel, c'était de venir en disant on va se débarrasser de ce monde ancien, nous on est propre, et on a déplacé la question politique vers la question de la morale. Et là, ils se sont tendus un piège tout seuls. Et le monde ancien, quand on voit les soutiens aussi de M. Macron, penser que c'est que le monde neuf, c'est vraiment mal regardé. Oui, non, mais je sais pas pourquoi. Vous avez bien parlé tout à l'heure d'Emmanuel Macron. Vous allez voir, je pense que ça va vous intéresser. Justement, Sosie Kemener, aujourd'hui, est-ce qu'il est totalement hors jeu, François Bayrou, c'est-à-dire politiquement, lui qui a 45 députés, ce qu'il n'a jamais vu, qui était ministre, qui voit aujourd'hui presque ses idées arriver au pouvoir. Alors, c'est pas lui. Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit j'ai labouré, voilà. Et puis quelqu'un d'autre est venu. Est-ce qu'il est totalement hors jeu? Est-ce qu'aujourd'hui, simplement, ce groupe-là de 45 parlementaires MoDem, il sert à quelque chose encore ou pas? Alors déjà, je serais surprise de savoir combien ils sont. C'est-à-dire que pour l'instant, on a des chiffres, mais vous savez qu'on aura les chiffres définitifs mardi. Et ça discute, c'est-à-dire qu'il y en a certains du MoDem, on va voir qui, par exemple, va être choisi comme président ou présidente de groupe. Certains ne veulent pas que ce soit Marielle de Sarnez, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, puisqu'elle a été citée dans cette enquête. Donc, ils préféraient que ce soit Marc Fesneau, qui est secrétaire général du MoDem et qui était prévu depuis très longtemps. François Bayrou lui disait lui-même, ce sera lui. Donc là, c'est difficile pour les députés d'accepter ça. Donc, on sent que certains sont tentés d'aller faire un petit tour chez La République En Marche. Bon, ils seront peut-être dirigés par présidés par Richard Ferrand. Ça, c'est une autre histoire. Donc, déjà, donc ça va bouger. Ensuite, il y a la question de savoir combien seront, vous savez, les constructifs. Ça, c'est un terme inventé par Jean-Pierre Raffarin. C'est les députés LR, on va essayer d'être synthétique. Après, on fera la liste dans le prochain débat de tous les groupes, mais en effet. Donc, des députés LR, mais qui sont plutôt pro-Macron et qui ne veulent pas siéger avec les anciens LR qui sont, eux, présidés par Christian Jacob. Et eux, la question est de savoir si eux veulent être plus nombreux que le MoDem. Donc, pour marginaliser François Bayrou et pour dire qu'il n'y a plus du tout besoin de François Bayrou. Mais ce qui les a surpris, d'ailleurs, c'est qu'ils espéraient qu'il y ait une table rase du côté du MoDem et qu'il n'y ait pas du tout de ministre MoDem, même s'ils sont à des postes qui ne sont pas du tout équivalents à ceux qui étaient tenus dans le premier gouvernement. On rappelle garde des Sceaux, ministre des Affaires européennes et ministre des Armées, pardonnez-moi. Donc là, on est sur des postes qui sont beaucoup moindres. Donc effectivement, François Bayrou invente l'histoire d'être encore très présent dans le quinquennat Macron. Macron le laisse dire, le laisse faire, mais on n'est pas dupe de ce qui est en train de se passer. Juste une petite chose, Nacha Polony, sur hier, cette idée qui est arrivée comme ça, comme par hasard, dans la tête de Thierry Solaire, constructif, reprise tout de suite par Christophe Castaner, sur cette fin d'immunité parlementaire. Est-ce que ça sert à quelque chose, la fin d'immunité parlementaire, où il y a un petit peu de démagogie, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on l'a demandé à l'Assemblée, elle l'a levée, cette immunité parlementaire? Oui, bien sûr. Enfin, on est dans la démagogie pure parce que ce qui pose problème dans la moralisation justement de la vie politique, si tant est que le terme moralisation soit le bon, ce n'est pas ce que va donner cette loi. C'est pas de lever l'immunité parlementaire. Ce qui nous pose problème, c'est le fait que l'intérêt public, le bien public, est grignoté par des intérêts privés. Or, cette loi ne suffira pas à lutter contre ça. Évidemment qu'il y a des tentatives, mais il faudrait absolument aller au bout de l'interdiction, par exemple, des activités de conseil pour les élus. Il faudrait notamment faire en sorte que des députés ne reçoivent pas clé en main des amendements rédigés par des lobbies, ce qui arrive et ce qui continuera à arriver, surtout avec des députés qui ne sont pas forcément férus de travail parlementaire parce qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est tout ça qui est dangereux. C'est pas simplement d'aller fouiller dans la vie privée des uns et des autres. C'est vraiment la dimension politique qui est importante. Allez, dans un instant, on va continuer à en parler. Notamment, on va essayer de savoir qui sera l'opposant de l'année, notamment Emmanuel Macron. On parlera également de ces différentes lois qui fâchent, qui vont tout de suite arriver sur le bureau des députés. Voilà la suite du programme des informés de France Info. Et eux, à peine le temps de finir une partie de Sonic sur leur portable qu'ils se sont remis à leur place. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Sosie Kemener de Marianne, l'essayiste et chroniqueuse Natacha Polony, également Frédéric Farah, professeur de sciences économiques et sociales, et Virginie Petit de Courrier International. Alors la semaine prochaine, on rentrera dans le dur pour les nouveaux députés, puisque mardi, ce sera
sera donc la composition des groupes à l'Assemblée nationale. Et mercredi, les premières questions au gouvernement. Alors aujourd'hui, il y a eu un fait politique majeur, puisque les 3 députés nationalistes corses élus dimanche dernier ont rencontré Jean Lassalle. Alors c'est sûr, il y aura un avant et un après cette rencontre qui pourrait peut-être faire trembler la République sur ses fondations. Pourquoi cette rencontre ? Eh bien tout simplement pour essayer de constituer un groupe. Constituer un groupe, c'est une occupation très à la mode en ce moment, puisqu'il y en a déjà 7, mais Manuel Valls lui tente de composer le sien, Marine Le Pen également, et donc maintenant les nationalistes corses. Si beaucoup veulent être une force d'appoint au gouvernement, on se bouscule aussi pour être l'opposant numéro 1 à Emmanuel Macron, et ça pourrait faire d'ailleurs une très bonne réalité. Quel sera cet opposant principal ? Eh bien à vous de faire votre choix, Marine Le Pen, François Baroin ou Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes la seule force de résistance à la dilution de la France, de son modèle social et de son identité. Ce soir, je veux saluer et féliciter ceux qui sont élus. Grâce à leur succès, ils porteront la responsabilité essentielle d'incarner la première force d'opposition sur les bancs de l'Assemblée nationale. Le peuple français n'a donné aucune chance aux survivants de l'ancien monde et il nous a désignés pour dorénavant porter devant le fanal du combat. Voilà, alors qui sera l'opposant numéro 1 ? Mais juste avant, Frédéric Farah, comment vous voyez cet éparpillement ? 7 groupes, c'est beaucoup, c'est même la première fois qu'une législature commence avec autant de groupes différents, cet éparpillement. Je crois qu'on sort du cadre habituel, où il y a effectivement le PS et puis la droite sous ces différentes appellations. Donc je crois que beaucoup de personnes ont du mal à savoir exactement comment se situer par rapport à ce gouvernement, qui est un gouvernement et des députés un peu attrape-tout, donc qui récupère un peu tout le monde. Donc c'est vrai que tracer une ligne d'opposition, c'est difficile. Donc je crois que c'est plus une affaire de personnes que d'idéologie réellement. À part, bon là, on a des distinctions entre différents partis. Mais je crois que c'est pour essayer d'exister, puisque c'est la possibilité aujourd'hui de pouvoir un petit peu faire entendre sa voix dans cette assemblée, sachant qu'en plus, on voit bien qu'au sein de la droite, on se scinde. Il y a une partie qui va suivre M. Macron, une partie qui est dans l'opposition. C'est une vraie question finalement. Qui va assumer cette opposition là face à M. Macron ? Surtout que les Républicains, je crois que sur la loi travail, ils vont peut-être embarquer assez agréablement. Une partie du PS aussi, du moins ce qui reste, enfin du PS, si ça existe encore. 29. Voilà, 29, oui, c'est vrai. Non, mais il y a 29 députés PS. Non, mais ils veulent faire 2 groupes. Enfin, voilà, il y a des balles aussi. Donc, si vous voulez, je crois que c'est une manière d'exister en politique, plus que de porter des idées. Et je crois que cette assemblée un peu étrange, curieuse, donne cette possibilité, mais je suis pas sûr que derrière c'est autant de groupes avec des idées constituées, des projets alternatifs. Je crois que c'est plus une affaire de personnes que de pensée. Justement, Nadia Chapouni, vous pensez ça aussi, cet éparpillement quand même, 7 groupes, on a calculé, voilà, on n'avait pas vu ça depuis 1958. Est-ce que c'est à l'image aujourd'hui, vous pensez, d'un pays, est-ce que c'est bien représentatif d'ailleurs ? Il y a 2 éléments différents. Il y a d'abord la question, par exemple, des députés républicains, où là, on a un exemple type du génie marketing. Les constructifs. C'est génial de s'être appelés les constructifs. Les types se sont fait élire sur une étiquette les Républicains en disant qu'ensuite ils vont voter absolument tout comme la République en marche et que donc il n'y a strictement aucune différence. Mais ils sont maintenant constructifs, c'est-à-dire positifs. Donc les autres, c'est l'ancien monde, ceux qui sont dans l'opposition stérile, etc. C'est quand même fabuleux comme choix, comme escroquerie intellectuelle. Mais simplement, ça nous montre qu'il y a une ambiguïté profonde parce que c'était l'idéologie, vous savez, c'était l'idée d'Alain Juppé. Il faut prendre l'omelette politique, on coupe les 2 bouts, c'est-à-dire les extrêmes, et on met le milieu ensemble, c'est-à-dire les gens raisonnables. Sauf que les gens raisonnables, c'est-à-dire en fait ceux qui communient dans une forme de libéralisme économique, il y en a beaucoup, parce que le scrutin majoritaire les favorise. Autour, et ça c'est le deuxième point, il y a en effet un éclatement absolu des représentations d'une opposition qui tout de même au premier tour de l'élection présidentielle représentait la moitié du pays. La moitié du pays va être représentée de façon éparse par la France insoumise, les communistes, le Front National, les nationalistes corses. Et ces gens-là, évidemment, ne pourront pas peser. Ça pose un réel problème démocratique. Sophie Kemener, aujourd'hui, est-ce que finalement est-ce que de voir autant de groupes comme ça aussi, ça veut dire que le Parlement compte un peu moins finalement aujourd'hui ? Est-ce que c'est ça aussi ? On a souvent dit ça alors, à cause du quinquennat. Aujourd'hui, on aura une chambre qui enregistre davantage qu'elle ne discute. Est-ce que là, ça se concrétise encore ? Oui, et ce qu'on entend aussi beaucoup, alors pas dans les rangs de La République En Marche, mais c'est que le choix des ordonnances est aussi une façon de dire, bon, de toute façon, on va laisser, même s'il y a une loi d'habilitation dont on a découvert les contours cette semaine pour la réforme du Code du travail,
comme c'est par ordonnance, de toute façon, on part du principe qu'on a des députés un peu néophytes et que voilà, ça va passer. Après, je pense que sur la réforme du Code du travail, on va entendre deux voix qui vont tonner. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir le petit jeu qu'il y a eu. Vous avez repassé les extraits avec raison des discours qu'on a pu entendre dimanche soir. On a entendu aussi Marine Le Pen s'exprimer sur la réforme du Code du travail. On sait qu'elle a auprès d'elle des députés qui ont été élus dans le nord de la France, donc avec une sociologie. Majoritairement d'ailleurs. Voilà, avec une sociologie majoritairement des députés élus dans le nord de la France, avec une sociologie d'électorat toute particulière. Donc elle va tonner aussi sur ces questions-là. Donc je pense qu'on va avoir une opposition présente, mais une opposition mouvante. Effectivement, vous avez raison, les Républicains, sur la réforme du Code du travail, ils en ont rêvé, donc ils vont rien dire. Ça, c'est évident que mais je pense il va y avoir une espèce de relais. Vous voyez, sur la moralisation, par exemple, il n'y aura pas les Républicains, ça c'est sûr. Non, il y aura les constructifs, parce que c'est eux qu'on fait sur l'immunité parlementaire. Voilà, il y aura les constructifs. Donc on va avoir une opposition tournante, je pense. Je ne sais pas si elle sera efficace, mais elle sera tournante. Virginie Petit, vous pensez, aujourd'hui, on a souvent parlé avant les législatives du second tour qu'il n'y aurait pas d'opposition. Là, pour vous, est-ce qu'il y a une véritable opposition à l'Assemblée nationale, avec tous ces groupes justement, c'est ça, il n'y a pas une opposition constituée et prédéterminée, et on va être sans doute plus dans une politique de réaction et peut-être des accords plus tactiques et suivant les lois qui seront proposées. Donc voilà. Après, nous on a regardé ce que disait la presse étrangère et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle redécouvre la Constitution de la Ve République et elle est à nouveau surprise par les pouvoirs accumulés au sein de la République française par le président de la République et pas par Emmanuel Macron. Enfin, on parle d'Emmanuel Macron, mais c'est la République française qui donne autant de poids au président de la République. Et avec cette assemblée, effectivement, ça devient encore plus flagrant. Et ils sont parfois, le New York Times est assez effrayé justement par ce qui se prépare sur les ordonnances en disant il n'y a plus que le Conseil constitutionnel qui est la véritable, non pas opposition, mais qui va pouvoir amender ou voilà. Et donc parfois ils sont assez effrayés par Conseil constitutionnel opposition alors. Voilà. C'est comme ça qu'il faut se dire. Non, mais pas l'opposition, mais au moins qui peut amender les choses. Allez, on continue dans un instant l'info à 20h40, Julie Smul. C'est donc Donc il y aura la constitution des groupes à l'Assemblée nationale. Normalement, il devrait y en avoir 7, peut-être 8, on ne sait pas encore. Mais qui sera l'opposant numéro 1 à Emmanuel Macron? Peut-être pas seulement à l'Assemblée. Natacha Polony, on a parlé de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, les Républicains ou la rue. Est-ce que ça sera peut-être là la véritable opposition aujourd'hui à Édouard Philippe et Emmanuel Macron? De toute façon, indéniablement, cette Assemblée nationale, même si le second tour des législatives a rééquilibré, souffre d'un déficit de représentation. Je veux dire, La République En Marche a fait 14,6% des inscrits au premier tour. C'est quand même dramatique d'avoir ce scrutin majoritaire qui amplifie à ce point-là le manque de représentativité. Du coup, en effet, c'est quand même dans les règles, je veux dire, dans la rue, voilà. Ça risque de se passer. Pourquoi? Parce que de toute façon, on observe dans le pays et dans toutes les couches et dans tous les groupes sociaux, une radicalisation de plus en plus forte. Et on l'a vu avec les manifestations sur la loi travail, on a vu monter une colère qui parfois est absolument incontrôlable et qui devient profondément dangereuse. S'il y a l'impression que le peuple, une part du peuple n'est pas entendu, s'il y a l'impression que le gouvernement veut passer en force, ça risque de mal se passer et il va falloir vraiment être attentif à cela, pas seulement d'ailleurs sur la réforme du Code du travail, c'est une colère diffuse que personne ne contrôle. Frédéric Farah, pour vous, c'est ça va être les moyens d'expression, parce que si on sait qu'on en trouve toujours finalement des moyens aujourd'hui d'opposition, si ça ne se passe pas à l'Assemblée nationale, ça peut se passer ailleurs justement, par des manifestations, par des présences médiatiques plus fortes, voilà, ça va se créer différemment d'après vous? Moi je partage cette analyse et je pense que la rue va beaucoup s'exprimer, d'autant plus sur l'Assemblée nationale. Déjà avant même cette majorité, on sait très bien dans l'histoire de la Ve République qu'elle avait connu, cette Assemblée nationale, une certaine marginalisation même antérieurement. Et je pense qu'effectivement, ça va une expression dans la rue parce que si on regarde bien, que ce soit la présidentielle ou législative, qui est majoritaire dans le pays, on va dire, la France du nom de 2005. C'est celle-ci qui est majoritaire. Et qui ne se retrouve pas dans des projets d'orientation libérale comme le gouvernement veut les porter. C'est toujours ce clivage pour vous qui est là, qui est marquant. C'est celui de 2005, le référendum, la Constitution européenne, c'est ça? Mais pour moi, c'est fondamental. C'est la question européenne qui détermine tout le reste, parce qu'aujourd'hui, la loi travail, c'est l'enfant des directives européennes. Les choix économiques qui sont les nôtres sont déterminés par la question européenne. Et qu'aujourd'hui,
c'est la minorité, celle qui avait voté oui ou non, qui aujourd'hui, parce qu'il y a cette dispersion dans l'opposition, parce que cette France du non n'arrive pas encore à se traduire de manière organisée à l'Assemblée, par exemple, qui reprend le devant de la scène, qui porte des projets et que le pays, je crois, ne veut pas. Et donc la rue va être l'occasion de l'exprimer et de le dire clairement. Mais je le répète, pour moi, la question européenne, c'est la question centrale. Virginie Petit, pourtant, alors en effet, la rue, on l'a vu donc au moment de la loi El Khomri, il y avait beaucoup de manifestations. Il y a eu des violences, mais les cortèges, finalement, n'étaient pas aussi immenses que dans des précédents conflits. On se souvient en 1995, par exemple, contre Alain Juppé, où là, il y avait carrément une France bloquée. Là, il n'y avait pas une France bloquée. Non, il n'y a pas une unanimité. En revanche, il y a beaucoup plus, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup plus de violence dans l'expression, en fait, de la colère et dans l'expression du non ou de l'opposition. Et dans l'entre-deux-tours, il y a eu quand même des manifestations. Moi, je me souviens avoir vu des affiches, alors qui n'étaient pas des affiches officielles. Il faut pendre le banquier. Je pense qu'on est en train de partir sur quelque chose de réellement... Enfin, c'est plus qu'inquiétant. C'est ce qui s'exprime, en fait, dans ces manifestations. Effectivement, c'est une colère profonde qui n'est pas aussi unanime qu'en 95, on est bien d'accord, mais qui est beaucoup, beaucoup plus violente. Peut-être parce qu'en 95, c'était davantage contrôlé par les syndicats, en fait. Peut-être. Peut-être aujourd'hui un peu moins, Nacha Polony. Et parce qu'en 95, c'était un petit peu la fin d'un monde. C'est-à-dire que ce mouvement-là, il était un mouvement de transition. C'était tout un monde qui ne voulait pas mourir, qui ne voulait pas se voir imposer un système économique. Aujourd'hui, il y a une forme de lassitude, parce qu'il y a beaucoup de Français qui, de toute façon, ont l'impression qu'on leur a imposé ce système économique, quoi qu'il arrive, et qu'ils ne pourront pas lutter. La question, en effet, c'est celle de la constitution d'une opposition qui va capter ce mouvement de colère sans l'emmener vers les extrêmes. Parce que ce qu'on a vu, c'est que les Français, finalement, ne voulaient pas d'être représentés, par exemple, par le Front National. Cette France du non dont vous parlez, elle n'a pas voulu aller là. Donc, elle est inaudible, donc elle est dans la frustration, alors qu'elle se sait au moins à 50%, peut-être majoritaire. Alors, celui qui vient dire, il y a quand même une chose qui est paradoxale, c'est que là, on parle en effet du Front National, de la France insoumise, qui représenterait la colère. Et pourtant, le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, ce sont les Républicains. Mais on a l'impression qu'ils sont inaudibles. Les Républicains... C'est-à-dire qu'ils se cherchent tellement aujourd'hui, non ? Ils sont dans, je sais pas, une quadruple, une quintuple crise. Imaginez, tout était prévu pour qu'ils remportent la présidentielle. Donc déjà, ils sont déjà dans ce choc-là. L'alternance, c'est fini. Pour eux, en tout cas. En tout cas, c'est pas pour eux, ou c'est pour une partie d'entre eux, mais pas vraiment. Donc déjà, c'est un choc. Je pense qu'ils sont encore dans cette période de deuil. Quand on discute avec eux, c'est très net. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce que quelqu'un de droite ? C'est quelqu'un qui veut un chef. Et il n'y a plus de chef. C'est encore reparti. Et d'ailleurs, ils sont en train de se dire quand est-ce que la campagne va commencer. Je sais pas, vous imaginez qu'il y a encore une nouvelle campagne qui va commencer pour la présidence des Républicains. Ouais. C'est-à-dire que là, on va avoir à nouveau des soirées électorales. Est-ce qu'ils sont en train de se dire est-ce que c'est possible de faire ça tout de suite ? Donc pour l'instant, il n'y a pas de chef. Donc ils sont perdus. Regardez François Baroin, très nettement, même s'il ne l'a pas dit, il va reprendre la présidence de l'Association des maires de France. Il va choisir sa mairie de Troyes. Et puis ce sera fini. Il sera plus en première ligne. Donc on va assister à un match pour la présidence. Donc ça. Et puis il y a une crise idéologique parce qu'ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé nettement depuis des années. J'ai l'impression d'entendre des parents avant de ne pas remplir les cahiers scolaires. En fait, voilà, c'est ça. Je suis désolée d'avoir fait la maîtresse d'école. Non, mais je vous en prie. Non, mais juste une chose, Soisig aussi, à propos de personnes aussi perdues. Ce week-end, il y a un conseil national du Parti socialiste. On sent déjà que c'est très tendu. Non, mais c'est vrai que c'est un peu tendu. Voilà. Non, mais on sent, alors tout à l'heure, on parlait d'ancien monde, nouveau monde. Là, on voit les deux partis qui sont aujourd'hui totalement perdus parce qu'il y a peut-être eu aussi un problème de réflexion sur leur logiciel même, c'est ça ? Mais bien sûr, mais depuis des années, de toute façon, les partis ne réfléchissent plus. Ils ont externalisé la réflexion à travers les laboratoires d'idées. Alors, ça pouvait être Terra Nova pour le Parti socialiste, ça pouvait être la Fondapol ou d'autres fondations d'autres cercles de réflexion pour les Républicains. Et donc, à l'intérieur des partis, ils ont abandonné aussi le choix du chef puisque c'est passé par les primaires. Donc il n'y a plus rien. Et puis en plus, Emmanuel Macron vient de casser leur moule, de casser leur modèle parce qu'avant on était militants, on était un petit peu élus et puis on devenait grand. Et ben là, il a tout cassé. Donc tout est à plat.
Tout est à plat. Très bien. Bon, allez, dans un instant, on va parler d'une loi qui fait aujourd'hui polémique et dont on parle beaucoup parce que, notamment, Jacques Toubon, défenseur des droits, s'est exprimé dessus. C'est sur l'état d'urgence et la prochaine loi antiterroriste. L'info, 20h50. Sujet qui viendra sur la table juste après la loi sur la moralisation de la vie politique, puisque vous savez, dans le manuel du parfait président de la République, intitulé « Bien régner en 5 leçons », il y a ce commandement « Attention aux nominations de postes honorifiques, risque d'opposition », qui se retrouve aujourd'hui en la personne de Jacques Toubon. Lui, il est nommé en 2014. Toubon prend très à cœur son travail de défenseur des droits et n'hésite pas aujourd'hui à dézinguer le projet de loi antiterroriste en le décrivant comme une pilule empoisonnée et s'inquiète du risque, je cite, de dissolution de la cohésion nationale. Si les prérogatives de l'état d'urgence sont fondues dans le droit commun, Natacha Polony, les députés vont devoir se pencher sur cette nouvelle loi antiterroriste. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des discussions justement assez sévères où, quand on parle de loi antiterroriste, ça fait généralement l'unanimité, comme on a pu le voir auparavant? Il y aura des discussions assez sévères parce qu'il y a tout de même parmi ces quelques groupes d'opposition des gens qui contestent la mise de l'état d'urgence dans le droit commun. Pourquoi? Mais souvenez-vous, l'an dernier, en 2016, le 14 juillet. Le 14 juillet, lors de son interview de midi, François Hollande explique qu'il lève l'état d'urgence parce que ont été mis dans la loi les dispositifs qui permettent à la police et au renseignement d'agir, et donc l'état d'urgence est devenu inutile de fait. Arrive le soir l'attentat de Nice à 23h30. François Hollande annonce qu'il rétablit l'état d'urgence. Donc il y a un moment où il faudrait savoir. L'état d'urgence a été très utile, juste dans ce qui a suivi le Bataclan. Parce qu'il a permis des enquêtes, parce qu'il a permis des perquisitions rapides. Simplement, maintenant, un état d'urgence maintenu de façon artificielle parce qu'on n'ose pas le retirer, parce qu'on a peur de ne pas, on a peur que s'il y a un attentat, de se faire accuser. Et ensuite, l'utilisation qui peut en être faite pour d'autres manifestants, pour d'autres opposants que pour des terroristes djihadistes, risque de poser problème. Et c'est ça qu'il va falloir regarder. Virginie Petit, vous en parliez tout à l'heure là, de justement cette presse étrangère qui est très regardante sur Emmanuel Macron, qui a quelques doutes. Justement, le New York Times s'est inquiété de ça, sur l'état d'urgence. Oui, c'est inquiété de ça, parce qu'il le dit très clairement, c'est une façon de réduire de façon permanente les droits des citoyens français et d'autoriser effectivement de façon permanente la police à effectuer un travail directement sans passer par le judiciaire, sans passer par... Voilà. Et donc, oui, ça les inquiète énormément, et alors que c'est quand même un pays qui a connu des lois assez liberticides, après le 11 septembre. Après le 11 septembre. Mais je pense que justement, c'est pour ça que la presse américaine regarde attentivement ce qui se passe en France, parce qu'ils savent très bien ce qui pourrait se produire. Et que ce qui se prépare avec l'inscription, puisque on parle de ça, de l'état d'urgence dans la loi de façon pérenne, ça va bien plus loin que ce qui s'était passé après le 11 septembre aux États-Unis. Il y a une chose qui est assez étonnante, Frédéric Farras, c'est Jacques Toubon qui dit dans cette interview du Monde, le projet de loi crée une étonnante langue de l'antiterrorisme. On ne parle plus d'assignation à résidence, mais de mesures individuelles de surveillance. Plus de perquisition administrative, mais de visites et saisies. Pour vous, voilà, même là, dessus, on fait un petit peu aussi du remaquillage de ce qui était l'état d'urgence pour le mettre dans le droit commun? Oui, parce que je pense que la novlangue se porte dans tous les domaines. C'est un plan social, c'est un licenciement, donc c'est ça qui est sympa, vous voyez. Donc il y a toujours, que ça soit même dans ce domaine-là, pour rendre la chose moins inquiétante, on va toujours l'atténuer. C'est l'art d'un euphémisme, de cette langue, novlangue ou cette langue de caoutchouc qui ne veut rien dire. Alors qu'il s'agit effectivement, comme on vient de le dire, des libertés publiques. Et qui, en plus, cet arsenal, s'il s'inscrit dans le droit commun, pourrait servir à autre chose. On parlait il y a quelques instants de risque de manifestation, de risque peut-être de tension sociale. Il ne faudrait pas que, effectivement, ça serve à un autre usage que prévu. Rapidement, Natacha Polony, parce que je voudrais qu'on entende après celui qui m'énerve. Bien sûr, très rapidement, je pense que le véritable problème ce qui pourrait améliorer la lutte contre le terrorisme ne se situe pas là. Ça se peut situer notamment dans tout l'appareil judiciaire, et on se rappelle qu'il y a eu des erreurs majeures faites sur des djihadistes qui ont été relâchés par des juges des libertés qui n'avaient pas mesuré le risque. C'est là-dessus qu'il faudrait travailler et pas sur la restriction des libertés. Alors, ceci qui est on le voit depuis le début de la campagne, Emmanuel Macron était accusé de ne pas s'engager sur les sujets régaliens. Depuis qu'il est élu, on l'a vu remonter les Champs-Élysées en Jeep, notamment faire une task force autour de lui. Il y a quand même eu déjà 7 lois qui ont été votées sur l'antiterrorisme. Là, il a réagi dans l'émotion, d'après vous, après Londres, on se souvient, c'était Manchester, pardon. Manchester. Oui, il a fait ce qu'il avait laissé entendre qu'il ne ferait jamais
jamais. C'est-à-dire qu'il a fait du Sarkozy. Il y a Manchester, on fait cette loi. Vous l'avez rappelé, il y avait une loi juste l'année précédente qui devait déjà faire rentrer une bonne partie des dispositions de l'état d'urgence dans la loi. Donc, quel besoin de cette nouvelle loi? Et maintenant, on va être dans une surenchère à l'Assemblée. On voit déjà que les députés, les Républicains, attention, ligne dure, donc pas les constructifs. Les autres commencent à dire, ah mais ça suffit pas, faut aller plus loin. Donc on va partir dans